Madame, Monsieur, bonsoir. La situation des personnes handicapées, on en parle. Plusieurs lois successives ont mis un point d'honneur à confirmer que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que les autres citoyens. Mais qu'en est-il de l'effectivité de ces mesures? Quel est le cadre juridique existant au niveau national? Quelle est l'accessibilité institutionnelle? Quelles sont les barrières physiques auxquelles sont confrontées ces personnes? Nous parlerons également de leur intégration sociale et de la stigmatisation dont ces personnes sont victimes. Et ça fait l'actualité. Quelle est la définition donc de la personne en situation de handicap et quelle est son intégration dans la société? C'est un élément de Ahmed Traoré, Achille Goudreau et Pacom Kouadio. Une personne handicapée, pour moi, c'est une personne de façon physique qui a au moins l'un des organes qui ne fonctionne pas. Il peut avoir problème d'œil, problème de pieds, problème de mains. Voilà, s'il a problème de vue, là, ce sont ces idées qu'il va donner. Mais seulement, ça serait difficile de dire une personne handicapée qui a des problèmes de vue peut être un premier ministre, mais il peut être conseiller. Ça aussi, c'est une politique. Dans la limite, voilà. Il prend le cas de ceux qui sont illettrés, parce que qui veut dire ceux qui ne sont pas allés à l'école. Toi, avant de convaincre quelqu'un, il faut arriver à le dissuader. Mais si toi, tu n'as pas les arguments, où tu as plus des arguments? Et je prends le cas de nous qui sommes étudiants actuellement ici, c'est dans les yeux qu'on lit qu'on peut prendre les arguments. On ne peut pas dire que non, parce que quand tu vas donner un argument, il faut le tailler. Mais où tu vas prendre tes exemples? On va soutenir les handicaps. C'est quel genre d'handicap? Si c'est un handicap, il est infime. Là, au niveau de son pied, là, pour faire les mouvements, partir dans les meetings, ça va être compliqué. Et puis s'il est aveugle aussi, comment il va avoir la masse qui est devant lui pour s'exprimer et tout ça? Pendant les élections, que ce soit municipal, ce qu'on sait, je ne sais pas c'est la CIU, je ne sais pas le conseil, quoi, qui peut déjà donner un quota que nous on veut cette année, on veut tel nombre d'handicapés qui pourraient candidature. Quand c'est comme ça, ils vont se sentir plus aimés et puis je pense que la société pourra marcher avec eux. À un moment donné de notre époque, on a vu les handicapés réellement jouer un grand rôle dans la politique, mais et puis après on ne les a plus revus, mais ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir, il y a la place pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Tout le monde est pris en compte. Tout le monde est pris en compte en Côte d'Ivoire. Ils peuvent revenir. Mais j'ai déjà vu, moi, et je sais qu'il y a des handicapés qui sont très intellectuels, qui ont des capacités même qui peuvent dépasser les hommes politiques actuels même de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kwasi Kouadio Alfred, bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. Et nous allons parler du renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Et vous êtes le chef de projet. On va développer le projet. Alors, quels sont vos premiers ressentiments en ce qui concerne les demandes de reportage qui viennent passer? Le micro-trottoir. J'ai regardé ce reportage et j'ai constaté qu'il n'y a pas encore véritablement de changement dans la perception du handicap et de la personne handicapée. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas être Premier ministre parce qu'il ne voit pas. Il y a une autre personne qui a dit ils peuvent toujours revenir. C'est-à-dire que c'est comme s'ils sont à l'extérieur de la société, ils peuvent toujours rejoindre la société. Alors, tout ça prouve qu'il y a encore la stigmatisation, les stéréotypes concernant les personnes handicapées, et c'est ce qui doit changer. Ce sont des personnes, beaucoup ont dit handicapé, non, on dit personne handicapée. Parce que c'est une personne d'abord, et on ne peut pas qualifier la personne à partir de son handicap, tout simplement. Donc, personne handicapée. Et ensuite, c'est une personne qui appartient à la société entièrement et pleinement comme les autres, qui ne vient pas de quelque part, et la société doit s'adapter pour lui permettre d'être là. Première des choses, effectivement, que l'on a retenu, on ne parle pas de personnes handicapées, handicapées, on parle de personnes handicapées. On est tous des personnes avant d'être identifiés par X ou Y. On est tous des personnes. D'abord, ce sont des personnes. Première des choses. Maintenant, quelle est la définition de la personne handicapée? Alors, la personne handicapée, c'est une personne qui a des incapacités sensorielles, soit physiques, soit intellectuelles, durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle
à sa participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Voilà. Dans quelle proportion est-ce que les personnes handicapées ont été recensées? Ah oui, bon, d'abord le recensement de la population générale devait prendre en compte la personne handicapée puisqu'elle fait partie donc, de la population. Jusqu'à ce jour, on a eu un recensement en 2021, le dernier, mais on n'a pas encore les chiffres désagrégés au niveau des personnes handicapées. Mais jusqu'à avant cela, on avait un chiffre de 620 639 personnes handicapées recensées en Côte d'Ivoire. 620 639 personnes handicapées. Voilà, selon les données qu'on avait, on a pu obtenir de l'INS. Mais seulement, l'OMS dit que dans un État comme le nôtre, qui est un pays en voie de développement, c'est 15% de la population. Donc comme nous sommes à 29 millions aujourd'hui, normalement nous sommes à environ 4 millions de personnes donc, qui sont en situation de handicap dans notre pays. Mais comme le recensement tel qu'il est fait ne prend pas forcément en compte tout le monde, puisque bien souvent les agents recenseurs veulent voir le handicap de la personne avant de l'identifier, de le recenser comme tel, la question n'est pas systématique. Celui qui m'a recensé ne m'a pas posé de questions. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas? Il dit, non, je vous ai vu. Il dit, mais attendez, vous m'avez vu. Et les autres, est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous savez s'ils sont en situation de handicap? Et puis il s'est excusé pour dire, on est allé dans une cour, on a demandé, les gens se sont fâchés, donc à partir de là, on ne demande plus. Donc comprenez que c'est mieux de s'en tenir au chiffre de l'OMS, 15% de la population. 15% de la population. Alors, on va faire la nuance entre les personnes handicapées intellectuelles et les personnes handicapées physiques. Oui, intellectuelles, physiques, on va ajouter sensorielles. Voilà, je veux dire que ici, ceux qui ont une infirmité motrice, pas d'handicapés, de personnes en situation de handicap physique, maintenant ceux qui ont un handicap psychosocial, par exemple, ont un handicap intellectuel. On ne parle plus de handicap mental aussi facilement comme ça à l'époque, où on stigmatise facilement, c'est un fou, c'est un dégénéré. Oui. On parle tout simplement de handicap intellectuel quand la personne n'est pas au même niveau de cognition ou n'a pas la même capacité de réflexion, de compréhension que l'ensemble de la population. Et le handicap sensoriel est différent de oui, le handicap physique? Le handicap sensoriel, ça touche les sens. Par exemple, la vue, l'ouïe, voilà, quelqu'un qui ne voit pas ou qui voit très peu, quelqu'un qui n'entend pas ou qui entend très peu, ou quelqu'un qui peut ne pas voir et ne pas entendre. Et tout cela, c'est le handicap sensoriel. Alors, c'est ce qui est estimé à peu près, selon l'OMS, à environ 15% de la population. Donc, on est sur 4 millions à peu près de citoyens dans cette situation. Alors, quel est le contexte actuel qui prévaut en Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'environnement de la personne en situation de handicap? En Côte d'Ivoire, actuellement, de façon générale, on a on va dire une grande richesse en matière de tests. C'est-à-dire que le dispositif juridique qui protège les personnes handicapées est très fourni. Et à ce niveau, il y a eu même des derniers tests qui ont été présentés à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement vient de soumettre au Parlement un projet de loi pour la ratification de la convention et du protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits des personnes handicapées. Mais le gouvernement aussi, lors du même Conseil des ministres, a aussi fait mention de la signature du protocole qui se rapporte à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui concerne les personnes handicapées. Donc, avec ces derniers tests et les anciens tests, du point de vue juridique, on a vraiment une grande richesse dans ce domaine. Mais c'est la mise en application qui pose problème. Qui pose problème. Mais déjà, je reviens sur l'environnement juridique. Mais pourquoi est-ce que l'environnement juridique a dû être précisé? L'environnement juridique a été précisé, votre question est très belle, parce que l'environnement juridique n'est pas quelque chose d'autre. Ce que je veux dire, quand on dit par exemple la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ce n'est pas une convention qui crée de nouveaux droits, qui ne crée pas non plus de droits spécifiques aux personnes handicapées. Seulement, reconnaît que l'ensemble des droits et des droits de l'homme qui sont reconnus aux autres membres de la population sont reconnus aux personnes handicapées, mais dans leur mise en œuvre, on a besoin de mesures particulières. Si vous construisez une maison et que vous rendez la maison, vous avez fini le travail. Mais et si vous ne prenez pas en compte, moi, ma particularité, vous ne mettez pas des rampes d'accès
Pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, vous n'avez pas permis à cette personne de rentrer dans la maison. Donc, vous voyez, si on ne tient pas compte de cela, on dit, bon, j'ai fini la maison, j'ai mis les escaliers, bon, je ne sais pas pourquoi quelqu'un se plaint encore, mais oui, quelqu'un va se plaindre parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas prendre les escaliers. Donc, c'est pour dire, tout ce qui est droit, reconnu à l'ensemble de la population, est reconnu aussi aux personnes handicapées parce que ces personnes font partie de la population, mais pour mettre en œuvre ces droits, il faut prendre des mesures particulières. Et pour ce faire, on avait besoin de préciser cela dans un texte qu'on appelle la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Alors, au quotidien, en ce qui concerne les besoins spécifiques, pouvez-vous nous décrire avec précision le genre de frustration que subissent les personnes en situation de handicap? Ah oui, beaucoup de frustration. Vous savez, tout à l'heure, quand on écoutait les éléments, c'est comme s'il y en a qui les regardent de loin. Déjà, c'est la première frustration. Quelqu'un qui fait partie de la population, eh bien, une partie de la population pense que c'est une personne qui est à l'extérieur de cette population. Non. Il faut comprendre que la personne a le droit de participer au même titre que les autres à toutes les activités menées dans la population. Elle doit être un agent de société. C'est-à-dire qu'elle doit développer aussi la société comme les autres. Mais il ne faudrait pas que on va à l'école, les enfants vont à l'école, et puis cet enfant il est à la maison. Ah, pourquoi il est à la maison? Non, on dit oui, mais parce que le maître ne sait pas comment le prendre en charge. Mais pourquoi le maître ne sait pas comment le prendre en charge? On dit non, il n'a pas été formé à utiliser l'écriture braille, il n'a pas été formé au langage des signes. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas formé à cela si on sait qu'il y a des enfants comme ça dans le pays? Mais il faut le faire. C'est la société qui doit s'adapter pour que les personnes handicapées puissent participer à cette société. Ce n'est pas la personne handicapée de s'adapter, comme quelqu'un le disait tout à l'heure. Comme il ne voit pas, il ne peut pas être Premier ministre. Si, il peut être Premier ministre. Il peut bien coordonner l'action d'un gouvernement parce qu'il peut écrire en braille, parce qu'il peut utiliser l'ordinateur, parce qu'il peut s'exprimer. Mais c'est ce qu'un Premier ministre fait. Voilà qui est clair. Donc maintenant qu'on a bien campé et compris l'environnement dans lequel les personnes en situation de handicap sont, nous parlons donc du renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Alors, là également, je vais vous demander quel est l'état des lieux qui prévaut. Ah oui, l'état des lieux qui prévaut, c'est que avant ce projet, on avait constaté que les personnes handicapées ne participaient pas véritablement à tout ce qui est processus électoral, à tout ce qui est activité politique. D'abord, dans un premier temps, parce que la société même, généralement, ne les accepte même pas dans ce milieu politique. Lorsqu'une personne en situation de handicap se met à faire de la politique, la première réaction tout de suite, c'est de dire, vous n'avez pas pitié de vous-même, vous voulez vous mêler des affaires politiques. Alors, c'est un membre de la population qui peut se mêler de toutes les affaires, y compris des affaires politiques. On a constaté donc que ces personnes ne participent pas, mais ce n'est pas parce que forcément ces personnes se retiennent, mais c'est parce que la société n'est pas suffisamment adaptée. Moi, j'ai été observateur pour des élections. J'arrive dans une commune, Pawé, je dois observer, et puis je reste au portail. C'est-à-dire, un établissement, je reste au portail. Et pourquoi? Parce qu'il y a le sable partout. Il n'y a pas de rampe d'accès. Et je suis dans ma chaise roulante. Ma chaise ne peut pas traverser l'école pour aller même jusqu'au bureau de vote. Donc, un observateur qui vient, qui reste au portail, ce n'est pas un électeur qui va pouvoir rentrer avec ce fauteuil. Donc, je ne pouvais pas participer à ces élections s'il était dans cette commune et dans ce quartier-là. Donc, il y a ces barrières qui sont à la fois physiques, mais qui sont aussi institutionnelles. C'est-à-dire que l'organe en charge des élections qui n'avait pas suffisamment d'informations sur les droits des personnes handicapées et la prise en compte donc, de ces personnes. Les partis politiques même qui ont une connaissance superficielle de la question du handicap et des droits des personnes handicapées. Et donc, tout cela, mais aussi les barrières au niveau de l'information. Dites-nous, au niveau de l'information. Au niveau de l'information, il y a qu'une personne sourde, je prends à la RTI, heureusement, il y a l'interprétation en langue des signes du journal de 13h, mais après le journal de 13h, est-ce qu'on ne fait plus d'émissions? Est-ce qu'on ne fait pas des débats? Ce débat que nous sommes en train de faire, enfin, je veux dire que moi, je suis venu participer à une émission aujourd'hui, mais j'ai laissé derrière moi des personnes qui sont des personnes sourdes, des personnes malentendantes, mais qui ne sauront pas ce que nous sommes en train de dire ici, parce que ce n'est pas interprété en ce moment précis. Et si j'étais venu annoncer qu'il va y avoir des élections bientôt, ils ne vont pas savoir. Donc il y a cette difficulté d'accès à l'information.
Les débats politiques qui se tiennent chez vous, ici par exemple, pour partager les différents projets de société des partis politiques, mais on n'a pas tous accès à ces informations. Les sites internet des organes de presse qui ne sont pas accessibles aux personnes, par exemple, malvoyantes ou non-voyantes, parce que ce sont des personnes qui utilisent des systèmes de synthèse vocale. Mais quand ces sites ne sont pas calibrés à pouvoir fonctionner avec ce système, mais il ne peut pas rentrer sur ce site-là. Donc, vous voyez, l'accès à l'information ne parvient pas à toute la population au même titre que... Prenons un exemple concret. Vous parliez, par exemple, de vous-même en tant qu'observateur, vous êtes resté à l'entrée. Maintenant, en tant qu'électeur, une personne malvoyante, quels sont les obstacles auxquels elle est confrontée pour aller voter, par exemple? Oui, pour aller voter, la personne malvoyante, le code électoral actuel, en son article 37, a pris des dispositions et dispose que la personne peut se faire assister par une personne de son choix. Alors, on a été confronté à un certain nombre de situations. Il y a eu un premier cas, quelqu'un qui est parti voter avec une personne, disons, de son choix. Il arrive, la personne ne demande même pas son avis, et puis elle vote à sa place, en son nom, sans demander son avis, sans demander qui est son candidat. Donc, il y a un abus. L'autre cas, la personne vient, une jeune dame qui vient, qui participe au vote avec une personne de son choix, un membre de sa famille. Et la personne vient, lui demande, mais qui tu veux voter? Bon, je veux voter telle personne. Elle finit de voter la personne, arrive à la maison, dit, nous on te nourrit ici, et c'est l'adversaire de la famille que tu es allé voter, on va te chasser. Mais parce que celui-là a assisté à son vote, parce que celui-là, elle n'a pas pu avoir le secret de son vote. Mais et pourtant, le même code électoral, en son article 2, préconise qu'il y ait le secret du vote. Donc le problème réel des non-voyants dans un premier temps, c'est le secret du vote. Alors concrètement, quelle solution? Par exemple, pour ce cas spécifique, pour le vote d'un non-voyant, quelle solution est-ce que... Oui, la solution que nous avons envisagée, que nous voyons, puisque nous avons fait un atelier avec la CEI pour réfléchir sur toutes ces questions, et on a regardé l'expérience de plusieurs pays, on a retenu plutôt l'expérience du Ghana. Et nous avons donc fait partie, donc, dans le cadre du projet, une équipe au Ghana, avec 2 membres de la CEI et un membre donc, de l'équipe, pour aller voir l'expérience. C'est-à-dire qu'au Ghana, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose de très simple. Ils confectionnent ce qu'on appelle un guide tactile. Le guide tactile, c'est une pochette qui a... guide tactile? Un guide tactile, les élections. Donc, c'est une pochette qui a la même taille que le bulletin de vote, qui est conçu comme le bulletin de vote, et on insère le bulletin de vote à l'intérieur de cette pochette. Là où on doit émarger, on laisse des ouvertures à ce niveau précis. Soit on met des écritures braille sur les autres parties pour dire ça c'est tel candidat pour ceux qui savent lire le braille, ou alors on ne met pas, mais la personne peut identifier son candidat en fonction de la position des uns et des autres. Donc, il n'y a pas de risque que la personne puisse salir le bulletin. Donc, sa personne peut savoir, je suis à la 3e personne, c'est la 3e personne qui veut voter, arrivé à ce niveau-là, il met sa main dans l'encre, par exemple, et puis il met dans la partie qui est ouverte là, il a déjà émargé, il ressort lui-même le bulletin, il le plie, il le ferme, et puis maintenant, quelqu'un peut l'aider à mettre dans l'urne sans savoir qui l'a voté. C'est ainsi qu'il peut garder le secret de son vote. On en vient à ce que vous puissiez nous parler de l'envergure de ce que vous appelez le projet depuis le début de cette émission. Ah oui, le projet. Quel est-il? Le projet, c'est le projet pour le renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et l'ONG internationale de développement CBM. Le projet est mis en œuvre par la Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COFSI. Le projet est mis en œuvre dans 5 localités, à Abidjan, 3 localités, à Bobo, Yopougon et Port-Boué, et à l'intérieur du pays, Bouaké et Daloa. Mais le projet a un impact national. Voilà. Et donc, ce projet-là... Et ces choix sont liés à la concentration, la densité des populations? Oui, la densité des populations, surtout. Voilà, pour qu'on puisse mettre en œuvre dans ces localités. Et puis, les effets vont toucher l'ensemble de la population puisqu'il faut changer des tests. Donc, ce projet vise, dans un premier temps, au niveau donc, de son objectif général, à favoriser l'inclusion des personnes handicapées, mais de façon spécifique, à prendre toutes les mesures pour une participation pleine et entière des personnes handicapées dans les différents processus électoraux, afin d'avoir des élections inclusives. Donc les élections inclusives, c'est quoi? Les élections inclusives, ce sont des élections qui prennent en compte les besoins dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai cité quelques besoins, mais l'ensemble des besoins des personnes handicapées. Vous savez, on s'est rendu compte, quand nous étions avec la CEI, qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bras.
C'est-à-dire la personne vient, on dit, il faut s'inscrire sur la liste, il faut mettre les empreintes des 10 doigts. Non, il n'a pas de doigts du tout. Et quand il n'a pas de doigts, qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut préconiser aussi qu'on puisse prendre, on fasse la reconnaissance faciale. Mais ça, ce n'est pas encore prévu. C'est pas encore Donc, prévu. ça fait Mais j'aimerais revenir quelques secondes sur ce dont vous parlez comme option, comme solution pour permettre aux personnes, par exemple, malvoyantes, de pouvoir voter. Est-ce que, généralement, toutes les personnes malvoyantes lisent le braille? Non, toutes les personnes malvoyantes ne lisent pas le braille. Pourquoi les personnes malvoyantes ne lisent pas le braille? Mais parce qu'on ne les met pas à l'école. Parce que le braille, c'est une écriture. Donc, pour pouvoir lire le braille, il faut aller à l'école. Et comme il n'y a pas suffisamment d'écoles, il n'y a qu'une seule école à Abidjan, à Yopougon, et une école à Toumodi, qui n'a pas la taille de celle d'Abidjan, et les autres. C'est-à-dire que ceux qui sont dans tous les autres endroits, même à Abidjan ici, il n'y a pas suffisamment de place pour tous les enfants. Donc, il n'y a pas assez de personnes qui savent utiliser le braille, malheureusement. Votre projet, il a été lancé depuis quand? Le projet est lancé depuis le 2 février 2020, avec un budget de 619 millions. Comme il a dit, financement de l'Union européenne et de CBM. Et ce projet a couru dans un premier temps jusqu'en janvier 2023, parce que ce projet devait finir au 31 janvier 2023, mais on a eu donc un avenant qui a prorogé le projet jusqu'à la fin de ce mois même. À ce stade, par rapport au démarrage du projet, vous êtes satisfait de l'évolution des choses? Oui. Par rapport aux objectifs que vous êtes fixés? Il y a eu beaucoup d'acquis. On peut en avoir quelques-uns concrètement, les acquis? Oui, les acquis. L'acquis même le plus palpable, c'est que dans le formulaire de recensement pour la liste électorale, désormais, on a intégré des questionnaires concernant le handicap. C'est-à-dire qu'on demande à la personne handicapée, voilà, comme pour le recensement général de la population, est-ce que vous êtes en situation de handicap, quel type de handicap, pour que demain, on puisse prendre en compte les besoins de cette personne. Un autre acquis? Voilà. Et l'autre acquis, c'est que la CEI, comme je vous l'ai dit, c'est avec la CEI que nous avons pu donc, travailler. La CEI a organisé donc, un atelier. Et il y a eu des recommandations liées à une révision donc, du code électoral pour le rendre plus inclusif. Et ces recommandations étaient donc portées devant le gouvernement. Je pense que la CEI nous a dit avoir transmis les différentes recommandations à l'État de Côte d'Ivoire, donc au gouvernement. Mais aussi, il y a des recommandations concernant le mode opératoire des opérations électorales. Donc là, la CEI, à son niveau, a commencé à mettre en œuvre, et c'est pour ça qu'on a ce listing qui devient de plus en plus inclusif. Mais le listing, il est inclusif pour ceux qui viennent de s'inscrire. Mais nous qui étions déjà inscrits, on ne nous a pas recensés comme tels. Donc c'est pour tout ça que la loi électorale doit évoluer. Maintenant, l'autre acquis, c'est qu'on a pu former plusieurs partis politiques, on a pu former plusieurs acteurs donc, des médias. On a même fait un plaidoyer avec les députés, membres donc, de la Commission des affaires générales et institutionnelles, parce que ce sont eux qui demain vont donc étudier, quand l'État va déposer un projet de loi, qui vont donc travailler sur cela. Et donc on veut aussi leur faire connaître nos besoins. En ce qui concerne le quota, par exemple, autant par rapport à la participation des femmes, quel est le quota en ce qui concerne les personnes en situation de handicap? Bon, pour le moment, la loi n'a pas encore parlé de quota. Maintenant, ce que nous voulons, on veut une meilleure représentativité des personnes handicapées dans les processus électoraux. Nous voulons que les partis politiques fassent la promotion des personnes handicapées en leur sein. Ça veut dire que, vous voyez, on va avoir des élections locales. Ce ne sont pas des élections politico-politiciennes. Donc, il s'agit de faire en sorte que tous ceux qui animent la cité participent. Donc, il est important, par exemple, que sur les listes qu'on va présenter aux populations, il y a des personnes en situation de handicap. Bon, moi, je vais trouver vraiment inconcevable qu'on puisse encore trouver des listes où il n'y a pas de personnes en situation de handicap et qu'on puisse dire on veut bien prendre en compte les personnes en situation de handicap. Il faut venir les mettre sur les listes pour que demain, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux, lorsque les réunions vont se tenir, il y ait déjà des personnes en situation de handicap à l'intérieur de ces réunions-là. Donc, d'abord, c'est cela que nous voulons, mais il y a aussi que nous voulons que les partis politiques puissent, dans les meetings qui vont être organisés, tenir compte de nos particularités. Vous allez faire un meeting dans un endroit qui n'est pas accessible pour quelqu'un qui a mobilité réduite, mais vous ne faites pas le meeting pour moi aussi. Vous faites un meeting, vous ne prenez pas un interprète en langue des signes pour que les personnes sourdes puissent écouter votre message, mais vous n'avez pas besoin peut-être de leur voix. Mais voilà, donc nous voulons qu'on prenne en compte systématiquement les besoins des personnes handicapées chaque fois qu'on veut poser un acte dans ce sens-là. Et on voudrait aussi, on a formé les acteurs des médias. On a même eu une réunion particulière avec la RTI, puisque la RTI
donne les informations au niveau institutionnel. Donc pour nous, il est important que la RTI donne l'exemple. Alors donc on a même déposé un document. Donnez l'exemple, on parle du journal du Trésor par exemple. Et l'idéal, ce serait bien sûr que ce soit nous, on veut que même l'émission qu'on est en train de faire. Voilà, que l'émission soit interprétée. Et que même on puisse recruter plusieurs interprètes à la RTI pour passer l'information à une population qui a besoin. Vous savez, il y a un jeune homme en situation de handicap, oui, on va conclure avec, qui suivait le discours du chef de l'État à la fin de l'année. Et comme il est une personne sourde, il n'entendait pas le message. Donc son papa était à côté de lui. Et il dit, papa, mais le président dit quoi? Il a dit, non, il faut attendre, quand il va finir, moi je vais te faire le point. Donc il attend, le président finit, et puis il dit, retiens que le président a décidé de libérer des prisonniers. C'est tout ce qu'il a dit. C'est un jeune. Le président a annoncé que c'est l'année de la jeunesse. Lui n'a même pas su que c'était l'année de la jeunesse. Donc c'est important que ça soit systématique, que tous les messages soient interprétés, tous les communiqués, et surtout pour les chefs de l'État, vraiment c'est important que toute la population puisse entendre. Je vous remercie infiniment. Nous sommes au terme de notre émission. Nous parlons donc du renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Et nous recevions M. Kwasi Kwadio Alfred, qui est le chef de ce projet. Effectivement. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et bonne suite de fin de programme.